14 janvier 1964, Sergei Korolev, l'homme qui devait assurer la victoire soviétique sur les Américains en envoyant un cosmonaute sur la Lune, décède à l'âge de 59 ans. Sa mort fut un choc terrible, un drame qui, dans la situation actuelle du programme spatial soviétique, ne fera que de l'empirer. Avec des baisses de financement, des technologies en retard et en plus sans ingénieur en chef, voilà dans quel état il est. Mais avec cette situation complètement catastrophique, une question se pose. Est-ce que l'URSS sera-t-elle capable de gagner la course à l'or? Pour répondre à cette question, il est nécessaire qu'on se remette dans le contexte. On est au beau milieu des années 60, avec d'un côté l'Union soviétique, qui se retrouve en difficulté de financement, et de l'autre les États-Unis, qui eux mettent littéralement les bouchées doubles pour essayer de rattraper leur retard. Avec d'énormes investissements en infrastructures et en technologie, les USA semblaient enfin y revenir pour de bon dans la course. Mais pour autant, est-ce que cela veut dire que l'URSS est-elle finalement hors jeu? Eh ben, en tout cas, de leur point de vue, pas vraiment. Parce que justement, en 1963, les USA ont réussi à mettre la main sur des clichés qui étaient intrigants, voire même très inquiétantes, et qui pourraient tout changer. Situé au beau milieu du désert de Kazakhstan, le site de lancement du Baïkonour est là où l'URSS tire toutes ses fusées de manière habituelle. Ça change pas. Mais ce qui change, c'est que sur les images satellites, ils constatent que sur l'un des pas de tir, une fusée gigantesque, presque aussi grande que la Saturn V, y est érigée. Mais enfin, comment ont-ils pu accomplir un tel miracle alors que le spatial soviétique, et comme ce que je vous l'ai décrit tout à l'heure, est littéralement à genoux? Eh bien pour le savoir, il faut revenir au tout début de cette histoire, et même bien avant la mort de Korolev. Dans les années 60, Korolev doit revoir complètement son lanceur qui est incomplet et insuffisant pour réaliser le projet de Khrouchtchev, aller et poser un cosmonaute à la surface de la Lune. Cette dernière, bien qu'impressionnante en taille, n'est pour autant pas à la pointe de la technologie et surtout pas assez puissante pour ne serait-ce qu'emporter un alunisseur en plus pour pouvoir se poser. Bon, à ce moment-là, il n'y a pas 36 000 solutions et à ce moment-là, elles sont au nombre de 2. Soit il conçoit une nouvelle fusée, ou bien il l'améliore avec ce qu'il possède déjà, à savoir en l'occurrence ici, la N1. Et vous imaginez forcément que dans ce contexte-là, il est hors de question de repartir de zéro, surtout avec un budget qui est très serré, et surtout vu le peu de temps qui lui reste. Lui et ses ingénieurs sont donc prêts à tout, à tous les scénarios, à envisager toutes les idées, même les plus folles, pour ne serait-ce qu'augmenter la puissance de cette fusée. Pour commencer, il augmente tout simplement le nombre de moteurs sur le bloc principal, qui est censé emporter la fusée jusqu'à l'espace, et il va réussir à monter ce chiffre à plus de 30 moteurs. En comparaison, le booster Super Heavy actuel de SpaceX n'est qu'à peine plus haut avec seulement 33 Raptor. Alors c'est bien, c'est peut-être un peu exagéré, mais au moins ça avance et ça progresse. Mais par contre, au niveau de la poussée, il y avait toujours un léger problème. Les ingénieurs sont simplement bloqués. Ils n'arrivent tout simplement plus à augmenter la puissance et à augmenter le rendement de la fusée, bien que toutes les solutions aient été envisagées. À ce moment-là, c'est la panique, et Korolev doit retrouver quelqu'un qui serait capable de concevoir des nouveaux moteurs et qui serait innovateur, ne serait-ce que seulement pour son projet. Malheureusement, dû à sa position assez fragile, il ne peut et que doit accepter de se tourner vers son rival de toujours, Valentin Glushko. Dans les faits, ce dernier possédant un monopole sur la conception et la fabrication des moteurs fusées en URSS, Glushko va ainsi rencontrer Korolev et discuter de savoir s'il est possible de réaliser un tel moteur. Mais bon, après quelques discussions entre eux, le courant ne passe pas, mais bon, ça on pouvait s'en douter. Donc Korolev, après s'être fait voir, il va donc continuer sa recherche, et au final, il finira par trouver l'homme de la situation, un homme qui plus tard révolutionnera le monde de la propulsion. Nikolai Kuznetsov, un jeune ingénieur en aéronautique, est chargé de trouver du coup la dite solution à ce problème. Et à un moment, Korolev va faire la demande la plus risquée et possible que l'on peut demander
à un ingénieur. Alors son idée, elle était simple. Elle était de récupérer une partie des ergols qui normalement servent à alimenter les turbopompes, un système qui sert normalement à faire circuler tous les ergols dans toute la tuyauterie du système, et au lieu de le laisser s'échapper comme on le ferait d'habitude sur le côté des gaz principaux, donc le petit tuyau à côté de la tuyère, eh ben il décide de littéralement le réinjecter dans le circuit lui-même, et ainsi, contrairement à un cycle ouvert, de créer un cycle fermé. Alors certes, ça augmente énormément la poussée et la puissance et le rendement du moteur, mais ça augmente aussi la chaleur et les risques d'explosion que ça peut engendrer, surtout quand tu mets 30 moteurs sur ce type de fonctionnement. Bon, le fait qu'il explose ou pas, c'est juste une histoire de maîtrise. Mais dans les faits, c'était une putain idée de génie. Bon après, il faut pas déconner non plus, puisqu'il faudra un léger temps d'adaptation et de maîtrise pour aboutir au premier moteur à cycle fermé, le NK15. Mais bien que ce soit un beau bébé en tant que tel, Korolev ne verra pour autant jamais ses moteurs. Car entre-temps, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, Korolev, il meurt dû à ses problèmes de santé. Et en conséquence, il a fallu retrouver un nouveau superviseur en chef. C'est donc un certain Vassili Mishin, qui était le bras droit de Korolev, qui reprendra le rôle. Mais bien qu'il essaiera de mener le programme jusqu'au bout, dans les faits, c'est pas tout à fait la même chose que si c'était Korolev qui était aux commandes. Mais au moins, la fusée semble opérationnelle et après toutes ces modifications, nous revoici enfin au premier lancement et au niveau du premier cliché, le 21 février 1969, avec le tout premier vol de l'AN. Avec cette toute nouvelle architecture, Mishin allait enfin pouvoir terminer ce que Korolev avait initialement commencé. Pour le vol lunaire, dû aux contraintes dites précédemment, il a dû forcément énormément s'inspirer du modèle américain. La N1, une fusée gigantesque munie de son premier étage d'un bloc de 30 moteurs, l'arrache du sol en emportant avec elle un train lunaire composé d'un Soyouz, un peu boosté aux stéroïdes et sans panneaux solaires, et un module lunaire, un alunisseur, conçu pour la mission. Une fois en orbite, ce train lunaire se propulse afin de se mettre en trajectoire de transit vers la Lune, et toujours identique au modèle américain, le vaisseau Soyouz restera en orbite et fera en gros un espèce de relais avec l'alunisseur, tandis que celui-ci se posera sur la Lune avec non pas 2, mais un cosmonaute. Voilà donc comment ce plan devait se passer. Mais bien qu'il soit inspiré très fortement du modèle Apollo, ils ont dû quand même faire pas mal de concessions. Vu que la fusée doit être la plus légère possible et la plus puissante possible, il ne sera pas possible d'accueillir un deuxième cosmonaute lors de l'alunissage, pas de séjour de longue durée à sa surface. Bref, c'est véritablement un casse-tête, mais qui illustre bien le manque de moyens, mais qui dans le fond, bien qu'assez complexe, pourrait totalement marcher. Mais quoi qu'il en soit, ce vol est le plus décisif, car s'ils réussissent, ils pourront encore être considérés être dans la course. Et lors du décollage, la N1 s'arrache du sol et tout se passe comme prévu. Sauf que quelques minutes plus tard, de façon inexplicable, les moteurs se coupent, le lanceur ralentit et finit par s'écraser dans le désert kazakh. La cause de cet échec finira par être identifiée et il s'agissait simplement d'un énorme simple bug informatique qui a causé la destruction d'un lanceur tout entier. Ce bug a donc coûté très cher et ça témoigne aussi de la situation de l'informatique russe qui elle aussi est complètement à la bourre. Mais malgré cette défaite, il faudra impérativement reconstruire la fusée et modifier l'ordinateur de bord. Et ce devra être fait le plus vite possible car sinon, il risque d'être un peu dévancé. Et le 3 juillet 1969, la fusée décolle pour une deuxième et un dernier essai, et tout se passe là aussi comme prévu, mais pour un instant. Là aussi, elle recoupe à nouveau ses moteurs, mais contrairement au vol précédent, le problème étant qu'elle a coupé ses moteurs bien plus haut que lors du vol précédent. Et ce qui fait que la fusée ne va non pas retomber dans le désert kazakh, mais sur le pâtir lui-même, le détruisant complètement. L'explosion engendrée, d'ailleurs, était tellement énorme qu'il a même été témoigné par la population locale et même depuis l'espace par des satellites qui sont passés au-dessus de l'explosion.
le pas de tir et les installations tout autour sont réduites en poussière et il fallait se rendre de toute façon à l'évidence, l'URSS venait de perdre la course à la Lune. Et c'est seulement quelques semaines plus tard, le 21 juillet 1969, que c'est au tour des Américains et qui finiront par se poser les premiers sur la Lune. Ce fut un drame terrible pour l'Union soviétique, un désastre, une humiliation même, qui s'est vécue là aussi dans le silence. Mais même avec cet échec cuisant, le superviseur en chef, Mishin, il ordonne catégoriquement de continuer et de défendre le projet et qu'il continue le plus possible et que celui-ci ne s'arrêtera pas tant qu'ils ne se seront pas posés sur la Lune. Sa demande lui sera acceptée, mais dans les faits, cela ne va en réalité en plus qu'aggraver davantage la situation et la sienne au niveau de sa légitimité de dirigeant. Car de par les précédents vols qui étaient des échecs, plus les deux autres qui vont s'en suivre qui sont là aussi des échecs, et la perte financière qui s'élève en plus à 6 milliards de roubles, fait que cela démontre en plus la gestion désastreuse de Mishin sur le projet en cours. Et c'est pour cette raison qu'il sera écarté et renvoyé de ses fonctions. Au final, le projet à lui tout seul a été un énorme échec, au niveau politique et financier, ça je l'entends. Mais pour autant, est-ce que ça l'est au niveau technologique? Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser, pas forcément. Malgré ce bilan complètement catastrophique, l'Union soviétique, en innovant de manière astucieuse et en revoyant intelligemment la manière même dont on concevait les moteurs fusées, fait qu'elle va réussir à égaler plus ou moins les Américains au moins de 10 ans, ce qui est une prouesse. Notamment au niveau des moteurs, qui ces derniers furent tellement efficaces et avec un rendement tellement supérieur que les Américains finiront même par leur acheter un de ces différents moteurs pour essayer d'analyser la technologie soviétique pour ainsi les implanter sur les fusées actuelles et les lanceurs américains. Et au final, ils auraient pu, s'ils n'avaient pas eu ce bug, se poser sur la Lune, car au final, tout le reste était prêt, simplement, l'informatique russe n'était pas forcément là où elle était. Et si elle était forcément au top, voire même égale au niveau des Américains, je pense qu'on aurait pu avoir un alunissage, ne serait-ce que bien avant. Bon après, faut quand même pas déconner, je pense que tout de même, il serait arrivé au moins deuxième. Mais bref, sur le moment, c'est pas vraiment la joie. D'autant plus que là aussi, retour à la case départ, il faut redésigner à nouveau un nouveau chef. Et c'est là qu'à un moment, un certain Valentin Glouchko, l'ancien rival de Korolev, finit par s'emparer de ce poste et d'imposer sa directive. En décidant d'abandonner la N1, Glouchko permettra ainsi à l'URSS de devenir pionnière, non pas sur la Lune, mais sur l'une des plus grandes innovations que le spatial ait connues. À partir des années 70, l'objectif n'était plus d'envoyer des astronautes le plus loin possible dans l'espace, mais de faire en sorte qu'ils y restent le plus longtemps possible. C'est donc dans cette optique-là que les stations spatiales ont commencé gentiment à se développer. Glouchko, il saute sur l'occasion et décide de lancer son programme de station spatiale militaire qui se nomme Salyut. Et avec ces dernières, l'URSS va enfin pouvoir devenir pionnière dans ce domaine, bien que les débuts n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et pendant ce temps-là, les Américains répondront de leur côté avec Skylab, une station spatiale construite et faite à partir d'un des étages de la Saturne V, le S-4B. Mais pour autant, ce n'est pas Skylab qui va leur permettre de rattraper les soviétiques. Et c'est pourquoi ils vont voir les choses grands, beaucoup plus grands, et faire en sorte que ce soit le plus économique possible et le plus rentable. C'est le début et le développement des navettes spatiales. Mais les Russes, qui de leur côté continuent à perfectionner et à améliorer leur station, eux ils voyaient l'arrivée de ce véhicule non pas comme une innovation, mais plutôt comme l'une des plus grandes menaces qu'a connue l'Union soviétique. Cette dernière, inquiète et terrifiée, elle est persuadée que cette navette sera dédiée à uniquement des fins militaires, avec comme but de bombarder l'Union soviétique depuis l'espace. Avec une telle probabilité, l'Union soviétique ne pouvait pas laisser les choses se faire d'elle-même. Et en réponse, le gouvernement demande à Glouchko de développer leur propre navette spatiale. Et au début des années 80, alors que les Américains brillent avec le premier vol de la navette Columbia, les Russes vont de leur côté les dominer, dans le silence, avec leur propre version, la navette Buran. Bon, quand je dis dominer, c'est sous-entendu parce que c'est sous leur point de vue.
À première vue, vous pourriez complètement remettre mon jugement, ne serait-ce que par la ressemblance entre les deux modèles, qui ferait penser que Buran n'est qu'une pâle copie de la navette américaine, comme c'était le cas entre la N1 et la Saturn V. Mais si on regarde en profondeur au-delà simplement de l'esthétisme, il y a une différence, et elle est notable. Là où chez les Américains, l'orbiteur est attaché à un immense réservoir jaune d'hydrogène et d'oxygène liquide avec 2 boosters à poudre collés, dont leur poussée est littéralement incontrôlable, là, du côté soviétique, on a un lanceur et une navette. Donc on a vraiment 2 éléments très différents. D'un côté, la navette russe Buran, qui s'appuie à un autre lanceur, nommé Enelgia, avec 2 boosters à ergol liquide qui eux-mêmes sont des lanceurs à part entière. Donc avec ce choix de conception qui est un peu similaire à des Lego, l'URSS joue ainsi la carte de la sécurité et évite potentiellement un accident du type Challenger que les Américains vont se taper en 86. De plus, contrairement au premier vol de Columbia où il fallait forcément 2 astronautes pour pouvoir la piloter, Buran embarquait un système de pilotage automatique qui était capable de tout faire et ce qui fait qu'elle était autosuffisante. Ce système a d'ailleurs fait ses preuves puisqu'il a été testé lors du premier et de l'unique vol de la navette le 15 novembre 1988. Mais du coup, si elle est meilleure que la version américaine, pourquoi elle n'a fait qu'un seul vol? Eh bien, c'est un peu pour les mêmes raisons que l'arrêt du programme lunaire soviétique. Le manque de budget fait qu'il était totalement impossible que cette navette elle soit rentable sur le long terme, et c'est pourquoi il a été décidé de tout arrêter. Ce fut très dur, officiellement l'un des projets les plus coûteux de l'histoire du programme soviétique, et même devant la N1. Même si on sait qu'elle ne fera qu'un seul vol au compteur, elle aura permis au moins le développement de tout un tas de technologies autour. Comme par exemple le lanceur Energia, qui est du coup un lanceur à part entière comme je vous ai dit, et qui au-delà de pouvoir lancer de navettes, aurait dû permettre l'envoi d'un système d'armes presque similaire à l'étoile de la mort dans Star Wars, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, la navette américaine, au final elle ne sera jamais utilisée à des fins militaires, et c'est à ce moment-là que les tensions diminueront et permettront même un rapprochement inattendu entre les deux ennemis. En février 1986, l'URSS débute l'assemblage de la station la plus grande de son époque et de l'Union soviétique, la station Mir. Mir, qui signifie paix en russe, porte déjà dans son nom une symbolique, une volonté d'une paix et de la possible coopération avec les États-Unis. Mais malgré cette initiative, elle n'aura jamais eu lieu, ou plutôt que l'un des deux camps aura entre-temps disparu. En 1990, c'est la chute du bloc de l'Est et de la dislocation complète de l'URSS, symbolisant aussi la fin de la guerre froide qui durait depuis 45 ans. Cette date charnière symbolise le passage d'une époque à une autre et aussi une année de transition de directeur en chef puisque Valentin Glouchko est mort peu de temps avant la révolution et même la dislocation. La jeune fédération de Russie, à ce moment-là n'étant plus capable économiquement d'assurer ce projet, et de l'autre côté les USA qui sont eux aussi en manque de budget après l'accident de Challenger, fait que dans cette situation, les deux sont donc obligés de s'associer. Avec cette collaboration, elle aboutira à la création et à la construction de la station spatiale la plus grande et la plus chère de notre histoire, la Station Spatiale Internationale. Et en parallèle de ça, ça devait aboutir à un nouveau monde où il n'y aurait plus de conflits. Un monde où tout le monde serait ami et personne ne voudrait se prendre le dessus, bref, un monde parfait. Bon, en vrai, j'exagère un peu, mais dans les faits, c'est à quoi le monde devait aboutir et se finir sur le long terme. Les États-Unis y semblaient déjà y être, et étant même qualifiés de gendarmes du monde, essayant ainsi d'éviter tout conflit dans le monde. Mais pour autant, est-ce que la Russie et ses habitants sont prêts à rejoindre ce monde? Pas forcément. Parce que, entre-temps, un jeune homme, nostalgique de la grande URSS et de son prestige, refuse catégoriquement de voir le régime communiste disparaître. Cet homme, un ancien agent du KGB, n'est nul autre que notre actuel Vladimir Poutine. Celui-ci montera en grade grâce à l'aide de Boris Eltsine et finira par devenir président au début des années 2000. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment Vladimir Poutine est en train actuellement de déployer des armes nucléaires dans l'espace, créant ainsi une véritable étoile de la mort soviétique afin de gagner cette guerre en Ukraine, s'emparer plus tard des autres républiques soviétiques socialistes et ainsi devenir un nouvel empire russe plus fort et plus puissant que jamais.